à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver ici dans ce studio de Radio-Canada à Ottawa, la capitale du pays, pour un grand entretien de notre émission internationale. À mes côtés pour conduire cette interview, Hélène Jouan, correspondante du journal Le Monde, partenaire de cette émission de TV5 Monde. Notre invité est le ministre des Affaires étrangères canadien, François-Philippe Champagne. Bonjour, monsieur le ministre. Merci de me recevoir. Quel plaisir de faire de la diplomatie en français. Merci d'être chez nous. Une journée un peu froide, mais j'espère que la chaleur du Canada saura vous charmer. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions. L'actualité internationale ne manque pas. Déjà avec cette épidémie qui préoccupe le monde entier, cette épidémie de coronavirus. Et puis, il y a cette crise diplomatique de votre pays depuis plus d'un an avec la Chine, les hauts et les bas des relations du Canada avec le président américain Donald Trump. Nous allons aborder tous ces sujets. Mais commençons, si vous le voulez bien, avec cette actualité qui aujourd'hui préoccupe le monde. Le coronavirus. Alors, le nombre de personnes infectées sont essentiellement en Chine, il faut le rappeler, 99% sont en Chine, mais il semble que ce virus soit très contagieux et aujourd'hui, même s'il tue moins, il a déjà contaminé plus de personnes que le SRAS en 2003. Alors, certains pays comme les États-Unis, le Japon ont annoncé le rapatriement, ils sont même déjà rapatriés de leurs ressortissants. Vous allez le faire. Tout à fait. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était d'offrir des services consulaires, évidemment, aux Canadiens, aux Canadiennes qui sont sur place. Vous savez, c'est une situation qui évolue d'heure en heure. Je le disais aux journalistes canadiens. Au début de la semaine, on en avait 2 ressortissants canadiens qui nous avaient demandé assistance. Aujourd'hui, on est rendu à 196. Oui. Donc, la première réponse, ça a été de sécuriser un avion, évidemment, pour pouvoir permettre le repatriement. Mais ensuite de ça, il y a toute la période d'obtenir les permissions. Les autorités chinoises doivent nous permettre, évidemment. On sait que... C'est compliqué, ça? Bien, ça demande un peu de temps. Je vous dirais que c'est la même expérience que nos collègues américains ont eue, que les collègues japonais, parce qu'il faut savoir que le vol américain qui est parti, c'était un vol d'abord et avant tout de personnel consulaire avec leurs familles qu'ils ont fait en vertu de la Convention de Vienne, dans un convoi diplomatique. Alors, il faut comprendre d'abord, il faut obtenir les autorisations pour pouvoir atterrir, mais il y a toute la logistique sur place, parce qu'il faut comprendre que les ressortissants... Ça, c'est pour expliquer que pour l'instant, il n'y a pas encore de Canadiens rapatriés. Parce qu'il y a eu des critiques sur le fait que ça prenait un peu de temps. Moi, je disais, écoutez, regardez, il y a eu seulement, comme on se parle aujourd'hui, un vol américain qui était largement consulaire. Il y a eu un vol japonais pour des ressortissants japonais, mais je parlais à mes homologues britanniques hier, je parle aux collègues français, je regarde ce qui se fait en Corée du Sud. On est tous un peu à la même place, c'est-à-dire parler avec les autorités chinoises. Il faut produire un manifeste des gens qui voudraient être à bord. Il faut s'entendre. Il faut que ce manifeste-là soit communiqué aux autorités de police locales parce qu'il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a l'autorisation d'atterrir, il faut se rendre jusqu'à l'aéroport. Donc, il y a toute une logistique organisée. Et la ville est fermée. Alors, une fois les autorisations délivrées par la Chine, comment ça va se passer très concrètement? Si par hasard, il y a des ressortissants canadiens qui sont infectés par le virus, ils ne seront pas transférables, si je puis dire. C'est la position que les autorités chinoises ont prise pour les cas américains, pour les cas japonais, parce que moi, je vous parle toujours de ce qui se passe présentement. C'est la position qui a été prise, c'est-à-dire s'il y a des gens qui auraient contracté le virus, ces gens-là, à date, n'ont pas été... les autorisations n'ont pas été données pour que ces gens-là quittent. Et vous savez aujourd'hui s'il y a des ressortissants canadiens qui sont infectés par ce virus? Sur la base des informations qu'on a à date, il n'y a pas de ressortissants canadiens sur place qui ont contracté le virus, alors qui voudraient revenir chez nous. C'est pour ça qu'on suit avec les autorités consulaires. On est en contact avec eux. Comme je vous dis, aujourd'hui, c'est près de 196 ressortissants parce qu'il y a des gens qui ont décidé, on a à peu près 350 Canadiens, Canadiennes dans la province. Il y en a qui ont décidé de rester, il y en a qui ont décidé de revenir. Donc, nous, on offre une solution, évidemment, qui tient compte des besoins, des volontés de chacun. Et comment vous allez faire une fois qu'ils seront rapatriés? Il y a des pays qui mettent en place des quarantaines. Ce n'est pas le cas pour le Canada? Il y a toutes sortes, si vous regardez l'éventail des réponses, vous avez certains qui ont décidé de mettre leurs ressortissants dans une forme de quarantaine obligatoire. Je pense par exemple au cas de l'Australie. Vous avez un modèle américain qui a rapatrié les gens sur une base de la réserve américaine militaire, mais avec ce que je comprends, finalement, une quarantaine volontaire. Alors, il y a beaucoup... Nous, ce qu'on veut s'inspirer, c'est des meilleures pratiques. C'est pour ça qu'on parle... Alors, c'est lesquelles les meilleures? Je vous dirais qu'on va avoir une solution qui sera canadienne, qui va tenir compte évidemment de nos lois chez nous sur les questions de quarantaine, mais qui aura aussi un côté très humain, parce que d'une part, on veut s'assurer de la santé et sécurité des gens qui reviennent. C'est pas de quarantaine obligatoire.
On est en quarantaine volontaire. on est en train d'analyser pour bien... Vous savez, il y a deux aspects. Il y a la santé et sécurité de ceux qui reviennent, mais il y a aussi la santé et sécurité de ceux qui seront dans le lieu où ces gens-là viendront. Donc, il faut avoir cette balance-là, d'avoir un esprit ouvert, de penser avec le cœur, un esprit humanitaire, mais évidemment dans le respect des meilleures pratiques de santé et sécurité. Alors, pour poursuivre cet entretien, Monsieur le Ministre, je vous propose d'écouter un très court extrait du discours prononcé par le président américain John Fitzgerald Kennedy. C'est un discours qu'il a prononcé en 1963, quelques mois avant d'être assassiné. Le jour de ce discours, le jeune président se fait avocat de la paix. Et le monde, à l'époque, s'oppose entre l'Est et l'Ouest. C'est la période de la guerre froide et une période de forte tension, de conflit. On écoute le président américain. La paix mondiale, comme la paix communautaire, n'exige pas que chaque homme aime son prochain. Elle exige simplement qu'ils vivent ensemble dans une tolérance mutuelle, soumettant leurs différends à un règlement juste et pacifique. La paix n'est pas nécessairement irréalisable et la guerre n'est pas inévitable. En définissant plus clairement notre objectif, en le rendant plus facile à gérer et moins distant, nous pouvons aider tous les peuples à le voir, à en retirer de l'espoir et à avancer de manière irrésistible vers cet objectif. François-Philippe Champagne, vous avez dit votre admiration pour ce jeune président, pour ses idéaux. Est-ce qu'il manque aujourd'hui des hommes de son envergure au monde ? Ben, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui inspirent aujourd'hui. Je pense que le premier ministre Trudeau est un de ceux qui inspirent. Le président Obama a certainement inspiré. Moi, je vois... Lui, il n'est plus aux affaires. J'écoute le président, l'ancien président américain, je me dis, c'est un peu ça. Je regarde le Canada aujourd'hui, nous sommes les champions du multilatéralisme. Le partenaire du monde, par excellence, c'est le Canada. Quand je l'écoute sur ses idéaux, vous savez, la Constitution canadienne, ça commence par 3 mots. La paix, l'ordre et le bon gouvernement. Imaginez ce que ça reflète comme valeur, comme principe. La paix, ce qu'on entendait du président Kennedy, la stabilité, la paix, tout le monde veut, évidemment, plus de stabilité dans le monde. Moi, je regarde l'ordre, évidemment, ça fait partie des États, des démocraties libérales. Et quand je regarde le bon gouvernement, je me dis effectivement un gouvernement qui sera au service des citoyens. Vous dites que vous êtes les champions du multilatéralisme, sauf qu'en début d'année, on a vraiment cru que le monde allait s'embraser à nouveau. Il y a eu de très très fortes tensions, notamment entre les États-Unis et l'Iran. Donc, vous êtes peut-être champion du multilatéralisme, mais qu'est-ce qui ne marche plus aujourd'hui ? Comment vous expliquez qu'on soit toujours, ou qu'on ait été, en tout cas, il y a quelques jours, au bord du précipice ? Mais je suis content que vous posiez cette question parce que je pense qu'il faut moderniser les institutions. Si vous regardez après la Deuxième Guerre mondiale... Lesquelles ? Les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies? Mais si vous regardez les grandes institutions, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale... Les institutions multilatérales nous ont amené la paix, la stabilité, la sécurité, qui nous ont permis d'avoir la prospérité. Finalement, ces grandes institutions-là nous ont amenés vers ça. Maintenant, ce qu'on doit faire, moi, je pense, c'est de les moderniser. Les moderniser face aux grands défis du 21e siècle, les changements climatiques, les questions de terrorisme. Mais il y a une volonté politique commune pour moderniser ces outils-là? Je pense que la rue nous parle, les jeunes nous parlent, les femmes nous parlent à travers le monde de demander ces changements-là. Moi, j'étais... Récemment au Maroc, je parlais avec des jeunes étudiants, des étudiantes. Je leur disais, vous n'êtes pas les leaders de demain, vous êtes les leaders d'aujourd'hui. Prenez Greta Thunberg. Une personne, le pouvoir d'une personne sur la Terre, de mettre en évidence la crise climatique, de nous demander à tous et chacun... Elle alerte, mais elle dit aussi, les gouvernants n'en font pas assez. C'est pour ça que je pense que cet appel-là, cette conscientisation sociale-là est nécessaire. Moi, je pense qu'il y a un rôle pour les gouvernements, il y a un rôle pour l'entreprise privée, il y a un rôle aussi comme citoyen et citoyenne de la Terre. Je pense que chacun doit contribuer. Ce qu'elle a fait, c'était cet éveil-là, ce cri d'alarme, ce cri du cœur qui nous a tous interpellés et qu'aujourd'hui, nous, évidemment, on parle souvent du Canada comme un leadership positif dans le monde, que ce soit à l'ONU... Oui, mais alors, Monsieur le ministre, parlons justement du leadership du Canada. Il y a 63 ans, un de vos illustres prédécesseurs, le ministre des Affaires étrangères, Lester B. Pearson, a eu le prix Nobel de la paix parce que c'est lui qui a inventé, c'est le père des casques bleus. Il a réglé la crise du canal de Suez en proposant une intervention. C'était la première opération de paix des casques bleus. Aujourd'hui, votre pays est quand même assez en retrait sur la scène internationale parce qu'il est fâché avec beaucoup de monde. On y reviendra tout à l'heure. Comment vous expliquez cette perte d'influence du Canada ?
Moi, je vous dirais que le Canada, ça dépend comment on le voit. D'abord, Lester B. Pearson, je le vois tous les jours parce que sa photo est dans mon bureau. Alors, c'est toujours une figure inspirante du Canada. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Lloyd Axworthy qui a fait le fameux traité sur les mines antipersonnelles. Moi, je pense que le Canada, aujourd'hui, est au confluent de bien des choses. D'abord, rare pays qui fait partie du G7, du G20, de l'OTAN, de la francophonie, du Commonwealth, qui est le seul pays au monde à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Le Canada se retrouve au centre de plusieurs tables. C'est là le leadership positif. Maintenant, vous avez raison, il y a eu des enjeux diplomatiques avec certains pays, parce que le Canada, c'est un pays qui croit en ses valeurs, en ses principes, qui croit aux droits humains. Et quand on élève la voix pour défendre ceux qui ont besoin d'avoir un État qui se tient haut et fort, bien, il y a souvent des répercussions. Maintenant, on peut le faire dans le respect. Moi, je suis de ceux qui pensent que la meilleure façon de faire changer les choses, c'est de s'engager dans le dialogue. C'est ce qu'on a fait, vous avez vu, suite à la grande tragédie nationale qu'on a subie, suite, évidemment, à quand l'État iranien a tiré sur un avion civil dont 86 citoyens canadiens ou résidents permanents ont perdu la vie. Vous avez vu, le Canada, tout de suite, a dit, nous, on doit, parce qu'on avait le plus grand nombre de victimes, créer un groupe international de réponse avec les Suédois, les Britanniques, les Ukrainiens, les Afghans, et engager les autorités iraniennes. Parce qu'on veut faire toute la lumière, toute la transparence. Alors, on va y revenir, mais juste sur, vous défendez une diplomatie des valeurs. C'est tout à votre honneur, évidemment, mais est-ce que ce n'est pas inopérant quand même sur la scène internationale? Vous êtes fâché avec la Chine, on va y revenir également. C'est compliqué de parler avec l'Iran parce que les relations diplomatiques ont été rompues avec l'Iran par le gouvernement précédent, le gouvernement conservateur. Ça ne va pas bien avec l'Arabie saoudite, vous ne parlez pas à la Russie. Quelle voix pouvez-vous porter en étant à ce point fâché avec tant de monde? Bien, je vous dirais, je ne sais pas si c'est le Canada qui est fâché ou c'est les États, des fois, qui sont fâchés avec les positions que le Canada, les valeurs et les principes. Mais le résultat, c'est le même, non? Bien, le Canada parle haut et fort. Alors, c'est sûr que quand on parle haut et fort, ça dérange. Par contre, je vous dirais que je pense que dans un monde qui vit plus d'incertitude, plus d'imprévisibilité, il faut quand même se faire guider par des principes et des valeurs. Le Canada, c'est une démocratie libérale. C'est un pays qui a des principes forts, qui les met de l'avant, mais moi, je pense qu'on peut le faire dans le respect. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a des relations à rebâtir? Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire certaines choses différemment? Tout à fait. Mais je pense qu'il faut quand même rester ancré dans un monde en plein changement sur des valeurs et sur des principes. Et certainement, c'est vrai que notre voix... c'est pour ça que moi, je vois souvent le Canada comme le partenaire du monde, parce que la voix du Canada, c'est un peu cette voix-là des États qui croient dans le multilatéralisme. C'est pour ça que moi, je disais, le Canada, c'est un peu le champion, parce qu'on sait pertinemment que la voix du Canada porte plus quand on travaille ensemble. Mais un peu isolé quand même. On va revenir. Je vous propose une petite photographie, justement, des relations internationales de votre pays depuis 2015. I want to say this to this country's friends all around the world. Many of you have worried that Canada has lost its compassionate and constructive voice in the world over the past 10 years. Well, we're back. Près de 5 ans plus tard, qu'en est-il? Il y a bien ces coups d'éclat pour le Canada. L'accueil sur son sol de 30 000 réfugiés syriens, une politique volontariste à l'international en faveur des femmes et ces 3 traités de libre-échange, le Transpacifique, le Nouvel ALENA et le CETA avec les Européens. What I think is the most progressive trade agreement so far achieved in the world. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche va compliquer les ambitions canadiennes. Les relations du Premier ministre Justin Trudeau avec le président américain se tendent à plusieurs occasions, comme ici au G7 en 2018. Faux pas diplomatique, imprévisibilité de Donald Trump, jusqu'à cette crise ouverte avec la Chine, provoquée par une demande de Washington. L'arrestation sur le sol canadien de la directrice financière de Huawei, ce géant des télécoms chinois. Ottawa paie seul le prix de ce conflit avec Pékin, 2 ressortissants canadiens arrêtés et un embargo commercial. Le cas plus récent du Boeing ukrainien abattu par un missile iranien et qui a coûté la vie à 57 de vos compatriotes illustre ce même dilemme. Otage de la politique étrangère de Donald Trump, le Canada peine à exister. In the wake of such an horrific tragedy, there are many questions.
Outre le conflit avec Pékin, la mésentente avec Riyad dans le dossier Raif Badawi et les tensions avec Moscou, les Nations Unies regrettent le désengagement du Mali et plus largement des casques bleus canadiens sur le continent africain. À Bamako, la semaine dernière, vous avez annoncé la hausse de votre contribution au développement. Mais cela suffira-t-il à Ottawa pour recueillir les voix nécessaires au Conseil de sécurité? Sa candidature pour y obtenir un siège temporaire est lourde d'enjeux pour votre pays. Verdict le 27 juin prochain. Après ce rapide tour, une question d'actualité immédiate, François-Philippe Champagne. On l'a évoqué très rapidement dans ce sujet, c'est le sort du blogueur saoudien Raif Badawi qui est emprisonné depuis 2012. Il a été hospitalisé cette semaine. Ses proches craignent pour sa vie. Vous avez dit que vous étiez préoccupé, que le Canada était préoccupé par la situation. Son épouse est canadienne depuis près de 2 ans. Est-ce que vous avez aujourd'hui des contacts avec les autorités saoudiennes et est-ce que vous avez mené des initiatives compte tenu de la situation de M. Badawi aujourd'hui? Alors, le cas de M. Badawi, ça interpelle le cœur de tous les Québécois et Québécoises, des Canadiens et Canadiennes. Vous savez, sa femme est chez nous. Moi, je viens d'une région tout près d'où sa femme habite. Ça nous interpelle depuis le début. Évidemment, le Canada a toujours utilisé à toutes les opportunités sa voix pour dire qu'on doit libérer Raif Badawi. Le Canada est un des champions de la liberté de presse, vous savez. Oui, mais vous dites ça, mais il y a des craintes sur sa vie, là, en ce moment. Bien, effectivement. Alors, nous, on utilisera aussi la réunion du G20, certainement, pour faire pression, pour mettre en perspective ce cas-là qui, je pense, les autorités saoudiennes doivent éventuellement s'intéresser de façon plus directe, je pense, à ce dossier-là. Nous, on le fait à chaque fois qu'on avait une chance de le faire. Mais encore là, on vient au multilatéralisme. Si le Canada parle seul pour défendre les droits humains, si le Canada parle seul pour défendre des valeurs de la liberté de presse, si le Canada fait des actions seul, moi, ce que j'en profite, on est ici dans une tribune de la francophonie. Moi, je rêve d'une francophonie diplomatique qui prend position, qui dit « un instant, ça ne convient pas ». Vous vous sentez seul? Doit être libéré. Vous vous sentez seul? Bien, parfois, vous savez, quand on défend des idéaux, oui. Mais l'histoire, c'est ça. Mais qui aimeriez-vous alors voir relayer ce message fort que vous portez aujourd'hui? On a une opportunité unique. Là. On se parle en francophonie. Alors, pourquoi la francophonie? La France, peut-être? Vous attendez plus d'engagement de la France à vos côtés sur le dossier? Je pense les démocraties libérales. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de courants dans le monde. Hein. On peut faire le tour du globe. Mais je pense que... Puis on le fait, hein, les démocraties libérales, que ce soit la relation particulière, historique entre le Canada et la France, par exemple. On est ensemble parce qu'on partage beaucoup de valeurs, une langue, une culture. Mais je le fais avec nos collègues allemands, je le fais avec nos collègues britanniques, dans une certaine mesure avec les collègues américains. Moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est les démocraties libérales qui continuent de parler haut et fort. Il faut le faire. Que ce soit des enjeux sur le climat, Elles ne le font pas assez. Ben, moi, je pense que je suis toujours fier de voir. C'est pour ça quand je dis le Canada, c'est un peu le champion du multilatéralisme, parce que vous avez raison qu'on est face à des grands enjeux. Mais prenez, par exemple, vous parliez du cas de l'avion qui a été abattu par l'Iran. Quand le Canada a créé le groupe de réponse internationale, vous avez vu l'impact mondial que ça a eu? Bien, moi, je pense qu'il y a des causes comme ça qu'on peut travailler ensemble pour justement faire avancer les choses, être un peu la voix de ceux qui ont moins de voix. Moi, j'arrive de l'Afrique et je peux vous dire sur les 54 pays... Vous étiez au Mali, c'est ça? Au Mali, au Maroc, on y retourne la semaine prochaine. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Pourquoi le Canada au Conseil de sécurité? » Parce que le Canada nous fera une place. Le siège est assez grand pour avoir une place aux côtés du Canada. On va y revenir, parce que vous êtes candidat effectivement à un siège non permanent des Nations Unies et ça sera l'actualité fin juin à peu près. Voilà. Mais je voudrais que, si vous voulez, qu'on aborde maintenant vos relations avec la Chine et la crise diplomatique majeure que vous avez avec ce pays. Le Canada est enlisé aujourd'hui dans une crise diplomatique avec la Chine. Un rappel rapide des faits. C'était il y a 2 ans à peine. Pour Justin Trudeau, tous les espoirs étaient permis. Une visite officielle en Chine et même des pourparlers de libre-échange. Mais depuis, la relation entre les 2 pays s'est rapidement envenimée. L'arrestation de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, au Canada, à la demande des Américains, a tout fait dérailler. Les Chinois ont riposté et arrêté 2 Canadiens. La situation de Michael Kovrig et de Michael Spavor est une priorité pour le Canada.
Le gouvernement Trudeau est pris dans un étau et ses leviers sont limités. Pas question, cependant, de faire un échange de prisonniers. We are a rule of law country. Le Canada est un État de droit et le processus d'extradition suivra son cours, affirme la vice-première ministre. Monsieur le ministre, est-ce que votre pays avait mesuré les conséquences et le bras de fer dans lequel il s'engageait avec la Chine quand il a arrêté, donc on vient de le voir, à la demande des États-Unis, Madame Meng, cette directrice financière du géant des télécoms chinois, Huawei? Ben moi, je vous dirais que quand on croit à la primauté du droit, on ne peut pas choisir. On ne peut pas décider d'être un État de droit quand ça fait notre affaire et pas quand ça ne fait pas notre affaire. Le Canada a appliqué un traité qui existe d'extradition entre le Canada et les États-Unis. Le Canada, c'est un pays, c'est un État de droit où on croit à la primauté du droit. Moi, j'ai toujours dit la stabilité, la prévisibilité, la primauté du droit. C'est ce qui fait que les gens veulent venir au Canada. Les gens s'inspirent du modèle canadien. Alors, nous, on appliquait ça. Ce qu'on dit, évidemment, il faut remettre aussi en perspective. Le Canada a des relations diplomatiques avec la Chine depuis près d'un siècle, deuxième partenaire économique. Donc, quand même, il y a des choses. Mais la priorité aujourd'hui, l'enjeu qui concerne tous les Canadiens et Canadiennes, c'est qu'on a 2 Canadiens qui sont détenus de façon arbitraire par les autorités chinoises et un Canadien qui risque la peine de mort. Alors, c'est clair que le Canada a dit, écoutez, dans le cas que vous avez soulevé de Mme Meng, nous, on est un État de droit. On applique le droit. Et même le père de Mme Meng a reconnu que le système judiciaire canadien avait toutes les garanties de transparence, d'indépendance pour juger cette cause-là de façon indépendante, impartiale. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que nous, on a appliqué le droit. Par contre, on a évidemment beaucoup de difficultés. On a demandé aux autorités chinoises de reconsidérer, d'obtenir la libération des 2 Canadiens parce que la détention arbitraire aujourd'hui, ça ne fait pas partie des outils diplomatiques. On va revenir sur la détention arbitraire. Ils sont dans des conditions très difficiles aujourd'hui, les 2 ressortissants canadiens. Juste sur Madame Meng Wanzhou, elle est aujourd'hui en résidence surveillée à Vancouver. Il y a une série d'audiences qui a commencé pour examiner son extradition. Il va y en avoir d'autres. Mais primauté du droit, dites-vous, mais dans votre système judiciaire, le ministre de la Justice peut intervenir à tout moment pour interrompre ce processus judiciaire. Ce serait peut-être une formidable opportunité pour aider vos ressortissants canadiens. Est-ce que c'est une intervention qui est envisagée aujourd'hui au gouvernement? Moi, je vous dirais que les gens trouveraient certainement bizarre que lorsqu'un tribunal est saisi d'une cause, comme ce tribunal est saisi en Colombie-Britannique, où on est en train d'analyser la preuve qui est présentée, la défense, la couronne, je pense qu'on doit laisser ce processus-là. Quand on est un État de droit, les gens comprendraient mal qu'on intervienne dans le milieu d'un procès qui a cours. Donc, pas d'intervention. La discrétion ministérielle arrive, comme vous savez, une fois qu'il y a une décision judiciaire, le ministre de la Justice, le procureur général du Canada, devra, dans chaque cas d'extradition, garde ce pouvoir-là résiduaire d'autoriser ou non l'extradition. Mais lorsque le processus est entamé au niveau judiciaire, parce que c'est la première étape, moi, je pense, quand on est un État de droit qui se respecte, dit, bien, écoutez, surtout au Canada, avec toutes les indépendances, vous avez dit, Mme Meng est représentée par probablement les meilleurs avocats, est en liberté à Vancouver, elle a 2 résidences, à ma connaissance. Liberté surveillée. Alors, vous allez aller au bout du processus, on le comprend bien. Oui, mais d'un autre côté, on est prêt à dire effectivement que chez nous, puis je pense que c'est la meilleure garantie. Il faut que les gens comprennent que dans des démocraties libérales comme au Canada, il y a la primauté du droit, il y a l'État de droit. Par contre, ce qu'on dit aux autorités chinoises, puis on le dit à toutes les fois que j'ai eu la chance, vous savez, quand j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères, 3 jours plus tard, je pense, je rencontrais mon homologue au G20, où j'ai fait part, évidemment, de nos inquiétudes. Vous parliez des conditions de détention des 2 Canadiens qui ont quoi? Je pense 1 heure de soleil par mois. Je disais, ces gens-là, effectivement, dans l'esprit international d'aujourd'hui, si on croit dans un monde basé sur des règles, bien, la détention arbitraire ne fait pas partie des outils diplomatiques. Mais les autorités chinoises vous entendent? Écoutez, vous écoutent? On le fait à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Et on va continuer de le faire parce que la priorité, c'est d'obtenir leur libération. Moi, je pense qu'on devra établir... Et si jamais il y a un procès, Monsieur le ministre, parce que c'est ça la crainte quand même, si les autorités chinoises engagent un procès contre vos 2 ressortissants. Bien, on sera toujours là pour défendre, mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on devra développer, parce que la Chine est là pour rester. Hein? La Chine est là, la 2e plus grande économie, plus grande population au monde. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'on devra développer avec eux. Moi, je tends la main. On devra développer avec eux un nouveau cadre.
qui sera basé sur des règles acceptables mutuelles, qui sera basé sur des intérêts de l'un et de l'autre, et qui sera basé aussi sur les droits de l'homme, les droits de la personne. Alors moi, je dis, on devra engager une discussion avec les autorités chinoises sur un cadre nouveau. Et ce que le Canada vit aujourd'hui, pour tous ceux qui nous regardent, c'est pas seulement le Canada. Demandez aux autres démocraties libérales, demandez aux autres pays en Europe. Chacun de nous, prenez le cas de pays, par exemple, la Norvège, qui a eu récemment avec le comité, avec le Nobel de la paix qui devait être décerné. Alors, beaucoup de pays ont eu à faire face à ça. Alors, on devra s'asseoir, développer un cadre qui soit acceptable pour pouvoir continuer cette relation-là. La relation, elle est plus d'un demi-siècle. Moi, je suis allé en Chine en 86 la première fois. Mon grand-père avait participé dans le temps, puis je l'ai dit aux autorités chinoises quand ils avaient fait le projet de Trois-Gorges. Alors, moi, je suis allé en 86, vous imaginez. Alors, j'étais un peu plus jeune. Mais c'est pour ça que cette relation-là, elle continue. Norman Bethune, c'est un personnage mythique en Chine. Alors, la relation est là. On a un moment difficile. On va trouver une solution et moi, je suis confiant qu'ensuite, on pourra continuer. Mais vous parlez beaucoup de l'état de droit, donc dans le traitement de l'affaire de Huawei. Mais quelque part, est-ce que vous n'êtes pas devenu l'otage de votre puissant voisin? Parce que cette arrestation, elle s'est quand même faite à la demande des États-Unis. C'est votre principal partenaire économique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas l'otage de la politique américaine? Moi, je ne pense pas qu'on choisit. Quand on a un traité d'extradition, il y a des règles précises. Je le dis encore, quand on est un État de droit, on suit la procédure normale qui doit être suivie dans ces cas-là. Bon, alors, présentement, le tribunal est en train de regarder. Vous savez, dans la séparation des pouvoirs chez nous, c'est le judiciaire qui est en train de rendre une décision. Nous, on continue évidemment les efforts diplomatiques pour mais avec les États-Unis, la question portait sur les États-Unis. C'est-à-dire que, voilà, vous dites que c'est un traité qui fait qu'on a agi dans cette affaire, mais en quelque sorte, comme avec l'affaire iranienne, est-ce que vous n'êtes pas un peu, je redis le mot, otage? Et est-ce que vous ne payez pas un peu seul le prix de cette extradition, de cette demande d'extradition? C'est ça, moi je dis toujours, on ne peut pas choisir. Pendant ce temps-là, Donald Trump a signé un accord commercial avec la Chine, sans faire beaucoup de cas, visiblement. Moi, je peux vous dire qu'on a soulevé cet enjeu-là avec le président américain. La dernière fois qu'on s'est vu, par exemple, au G20, on a des discussions régulièrement avec eux. Mais moi, ce que je dis plutôt, c'est que ça nous prendra un nouveau cadre, un cadre qu'on devra réfléchir ici au Canada. Mais je dis souvent, le Canada n'est pas le seul pays aujourd'hui à se poser ces questions-là. Comment avoir une relation effectivement avec la Chine? Par contre, moi, je dois saluer, on voit, par exemple, vous parliez du coronavirus, on voit les autorités chinoises prennent toutes les mesures en place, gèrent cet enjeu-là sanitaire de façon... plus transparente qu'elle ne l'avait fait notamment en 2003. Alors, moi, je dis, il y a beaucoup de choses. Vous savez, nous, on reçoit beaucoup d'étudiants chinois, il y a le commerce. Alors, il faut obtenir la libération des Canadiens et ensuite de ça, on sera capable, évidemment, de continuer cette relation-là qui dure. Parce que les relations entre États, il faut regarder ça sur des décennies. Bien sûr. Mais vous parlez de vos relations avec votre grand voisin, là, les États-Unis, de discussions que vous avez avec lui au G20. Il y a quand même eu pas mal de fâcheries entre le président américain et votre Premier ministre Justin Trudeau. Je vous propose qu'on regarde ce petit sujet. C'était à l'occasion du sommet de l'OTAN au début décembre à Londres. On regarde. Justin Trudeau et ses homologues français et britanniques ont l'air détendus et ont le sourire. Ils ne se doutent alors certainement pas que leur discussion sera révélée dans quelques heures et enflammera la toile. Nous sommes dans les salons de Buckingham Palace à Londres en marge du sommet de l'OTAN. Le Premier ministre britannique demande au président français les raisons de son retard. Le chef du gouvernement canadien ajoute: il est en retard parce qu'il a eu une conférence de presse de 40 minutes inattendue. La plupart de la discussion est inaudible, mais le sujet de conversation est Donald Trump et sa rencontre quelques heures plus tôt avec Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse particulièrement tendue et particulièrement longue. On pouvait voir son équipe qui tombait des nues. La séquence tournée par les caméras britanniques et sous-titrée par la chaîne canadienne CBC ne dure que 25 secondes, mais suffisamment pour provoquer la réaction du président américain. Justin Trudeau a deux visages. Honnêtement, je le trouve sympa, mais je lui ai dit qu'il ne payait pas les 2% de son PIB promis pour les dépenses militaires. Et je suis sûr qu'il n'était pas très content. Hasard ou pas, Donald Trump ne donnera finalement pas de conférence de presse à l'issue de ce 70e anniversaire de l'OTAN, qui n'aura donc pas apaisé les tensions entre ses membres. Sans langage diplomatique, Monsieur le Ministre, comment qualifieriez-vous les relations entre ces deux hommes, Donald Trump et Justin
Ben, moi, je vois les images, moi, j'étais dans la rencontre bilatérale entre le président et le premier ministre. Je peux vous dire que la relation va bien. Je pense que il faut regarder la relation diplomatique dans son ensemble. Je veux dire, l'image qui a été présentée il y en a à eu plusieurs d'événements comme ça. Mais moi, je peux vous dire qu'on a... Vous savez, le Canada et les États-Unis, c'est 2 milliards d'échanges commerciaux par jour de biens et services. 70 des exportations canadiennes. Nous sommes... avec l'OTAN, par exemple, on est ce visage-là transatlantique pour nos partenaires européens. Avec le NORAD chez nous, vous savez, il y a parfois en diplomatie, des moments, mais je pense que si vous regardez l'ensemble... Moi, j'étais là quand on a fait la rencontre bilatérale. C'est ce qui compte, finalement. Hein? Le 1 heure qu'on a eue avec le président américain, c'est une discussion qu'on a couvert plusieurs sujets, dont la Chine, dont la détention des Canadiens en Chine. On a parlé de notre relation commerciale, de l'accord de libre-échange. Je peux vous dire qu'il y avait... C'était d'une grande cordialité, parce que nous sommes... Mais il y a quand même eu des moments de tension. On le sait bien au moment du G7 ici au Canada. Oui, mais nous, ce qu'on a eu, il y a eu beaucoup de discipline. Vous avez vu, quand il y a des moments comme ceux-là, on dit, bon, on continue de focaliser sur ce qui nous unit. Moi, je dis toujours, on est des partenaires, des alliés, des amis, et ça dure dans le temps. Et dans toutes les relations, parfois, il y a un enjeu ici et là, mais vous savez, on a réussi à faire le plus grand accord commercial dans le monde. Même quand Donald Trump dit de votre Premier ministre qu'il est hypocrite, il avait même utilisé des mots assez vexants à l'occasion du premier G7. Comment vous les... Des fois, en diplomatie, des fois, il faut regarder en avant. Des fois, il faut regarder en avant en se disant qu'on continue. Puis à chaque fois qu'on a l'occasion, moi, j'ai parlé avec le secrétaire Pompeo déjà 2 fois dans les 2 dernières semaines. Les relations continuent, vous savez. Je pense que la relation bilatérale entre le Canada et les États-Unis, elle est plus grande que 2 personnes. Hein. C'est 2 peuples. On partage ce grand continent-là nord-américain, la plus grande frontière qui n'est pas gardée dans le monde. Il y a une amitié qui est là depuis des décennies. Alors, il y a eu un avant, il y aura un après Donald Trump? Ben moi, je dis, il y a même un pendant. Je veux dire, les relations, on a signé le plus grand accord commercial mondial aujourd'hui, ce qui fait que le Canada, moi, je dis toujours, le Canada... Aux partenaires, je dis, ne pensez pas à un pays de 38 millions d'habitants, mais pensez plutôt à un pays qui vous donne accès à 1,2 milliard de consommateurs sur une base préférentielle. Le Canada, c'est le pont entre l'Europe et l'Asie, parce qu'avec l'accord de libre-échange, le CETA, avec nos amis français, entre autres européens, à 27 maintenant, avec l'accord de libre-échange avec le Mexique, les États-Unis, mais aussi le PTPGP qui nous amène vers le Japon, le Vietnam, l'Australie. Le Canada devient ce carrefour-là du commerce mondial. Alors moi, je continue de penser que c'est un endroit de choix. Alors ce sont des alliés, vous avez dit des États-Unis, des amis. Est-ce que vous soutenez le projet déposé cette semaine par Donald Trump pour obtenir un règlement du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, avec pour préalable la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, avec des frontières très favorables à Israël? Les Palestiniens n'ont pas été conviés à cette discussion. Est-ce que vous soutenez donc ce projet de votre allié et meilleur ami? Moi, je dirais que les initiatives qui amènent des négociations directes, c'est toujours de bonnes initiatives dans le conflit israélo-palestinien. La position du Canada a toujours été la même, d'avoir la stabilité, la paix, d'avoir 2 États qui vivent l'un à côté de l'autre dans la sécurité, dans la stabilité. Et ce projet-là, ça peut aider? Écoutez, on devra le regarder en détail parce que, vous savez, ça a été déposé il y a à peine quelques jours. Moi, ce que je vous dis, c'est... On sait déjà que les Palestiniens n'en veulent pas parce qu'ils sont... Et c'est pour ça que la position canadienne, elle demeure. La position canadienne a toujours été de dire, nous, on croit dans cette solution de 2 États qui vivent en paix côte à côte, dans la sécurité mutuelle, d'avoir les parties qui sont directement impliquées dans ce conflit-là autour de la table, d'assurer une paix stable à long terme. Hein, parce que je pense que c'est un conflit qui dure depuis des décennies. Tout le monde veut un règlement à long terme. Et je pense que nous, on regarde des initiatives, mais on veut surtout que ça soit quelque chose qui amène la paix et la stabilité, évidemment, dans la région. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange quand même? Parce qu'on vous entend, on entend le Canada, mais on entend la France qui a dit à peu près la même chose. Vous allez regarder ce projet de Donald Trump. Mais on ne peut pas faire la paix de façon unilatérale. On vient de le rappeler, Hélène Jean vient de le rappeler. Les Palestiniens ont refusé cette initiative. On ne peut pas... Et puis je vais vous poser une... On ne peut pas imposer la paix. Non. Par contre, d'un autre côté, moi, ce que je vous dis, c'est que compte tenu de l'actualité internationale que vous avez vue dans les derniers jours, tout le monde se dit maintenant, on doit regarder ce qui a été déposé. Je pense que moi, ce que Mais c'est pour faire plaisir à Donald Trump?
Non, je pense que c'est cette rigueur intellectuelle qui veut qu'on prenne au moins le temps d'étudier en détail ce qui a été soumis, mais la position canadienne, elle demeure. La position canadienne, elle est la même depuis des décennies. Nous, c'est 2 États qui vivent côte à côte, en paix, dans la stabilité, dans le respect mutuel et la sécurité pour les deux. Vous resterez très prudent quand même pour visiblement ne pas froisser votre allié américain. Bien, je suis aussi conséquent avec le fait que je n'ai pas eu la chance de regarder les détails parce que vous comprenez que l'actualité internationale des derniers jours nous a forcés à porter attention sur plusieurs choses. Évidemment, c'est un conflit qui occupe tout le monde, mais je pense qu'il faut prendre le temps, mais dans le respect, je pense, de nos principes, de nos valeurs compte tenu, qui ont été exprimés à maintes reprises par le Canada au cours des dernières décennies. Et pour poursuivre cet entretien dans le contexte des relations compliquées que vous pouvez avoir avec les Américains, en tout cas l'Amérique de Donald Trump, un mot sur la crise entre les États-Unis et l'Iran. Vous n'étiez pas au courant de la frappe américaine sur le général iranien Qassem Soleimani à Bagdad. Est-ce que vous auriez aimé être informé? Ben, je pense que quand on travaille ensemble comme alliés, ça a été dit par plusieurs que d'avoir le plus d'informations possible, c'est toujours judicieux parce que quand on est alliés comme nous, moi je l'ai dit, même j'ai parlé au président du Parlement irakien à 2 reprises, j'ai parlé évidemment au ministre des Affaires étrangères iranien suite à l'incident quand ils ont abattu le PS-752. C'est sûr que dans le cas de cette frappe-là, comme alliés, on aime toujours avoir le plus d'informations possible. Vous l'avez dit à l'administration américaine que vous regrettiez de ne pas avoir été informé? Ben, je pense que tout le monde disait généralement que comme alliés, quand on travaille ensemble, soit dans la coalition, soit dans la force de l'OTAN qui est présentement là-bas, on a toujours à cœur la santé et sécurité des hommes et des femmes qu'on déploie. Vous savez, le Canada a été le champion aussi de cette politique-là féministe étrangère où on déploie beaucoup de femmes dans nos contingents de paix, dans nos contingents de formation. Alors, ce que je dis, c'est que comme partenaire, comme allié, on a tous avantage à partager pour pouvoir avoir la meilleure réponse, évidemment, sur le terrain. Mais est-ce que, du coup, dans cette tragédie, c'est-à-dire le fait que les Iraniens aient tiré accidentellement sur ce Boeing, ou abattu, parce que ça semble être bien quand on dit tirer. Ça semble embellir. Moi, je veux dire, ils ont abattu un avion civil international. Non, il n'est pas question d'embellir, effectivement. Justin Trudeau a tout de suite ciblé l'Iran, rendant l'Iran coupable et responsable, si je puis dire, de cette tragédie. Mais il a aussi ajouté, s'il n'y avait pas eu tension et une escalade récemment dans la région, ces Canadiens seraient en ce moment chez eux avec leur famille. Est-ce que vous considérez que les États-Unis, d'une certaine façon, sont aussi responsables de ce qui est arrivé? Notre priorité, ça a été d'abord d'aider, évidemment, les familles. Au niveau consulaire, s'assurer du rapatriement des corps. Maintenant, vous savez, comme on se parle, j'ai rencontré le président de l'Organisation civile internationale parce que, vous savez, un des enjeux qu'on a présentement, c'est les boîtes noires. Les fameuses boîtes noires qui sont toujours en Iran. Et toujours pas accès. Les Canadiens n'y ont toujours pas accès. Ben non, et l'annexe 13 dit... L'annexe 13 de la Convention de Varsovie, qui complémente l'accord de Montréal, dit que ça doit être fait sans délai. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé au président de l'Organisation civile internationale, parce qu'on doit agir. Mais en même temps, on doit avoir une enquête criminelle pour déterminer qui est responsable. Et ensuite de ça, on doit avoir une compensation pour les familles. Quand tout ça, ça sera fait, on pourra peut-être se poser des questions sur la genèse du pourquoi. Mais il faut quand même admettre que c'est des missiles iraniens sur le territoire iranien qui ont été commis de toute évidence parce que l'État iranien, le régime iranien a admis que c'était eux. Et moi, je dis toujours, quand on admet la responsabilité, bien, il y a des conséquences. Et les conséquences, pour moi, c'est la transparence. C'est d'aller au fond des choses, c'est de faire la lumière. Moi, je l'ai répété au ministre iranien. J'ai dit, plus vous aurez de transparence, plus la communauté internationale vous jugera sur la transparence que vous donnez. Quel moyen de pression avez-vous pour exiger cette transparence? On l'a dit tout à l'heure. La communauté internationale. Moi, je le dis toujours, les familles ont des questions, le Canada a des questions, le groupe international qui s'est réuni a des questions, mais le monde regarde l'Iran. Le monde a des questions parce que dans un enjeu comme celui-là, dans une tragédie qui est horrible, hein, quand même, en 2020, d'avoir un aéronef civil qui se fait abattre dans un espace aérien qui était ouvert, dans un aéroport ouvert, il y a beaucoup de questions. Moi, j'ai rencontré des familles qui étaient déchirées, les gens sont furieux. Les gens se disent, mais comment en 2020, on peut arriver? Alors, on se doit, dans le respect des familles, de trouver des solutions, d'être meilleurs.
comment on peut réformer le système. C'est un peu ça quand je vous dis un peu le Canada champion du multilatéralisme, c'est que on se posera, d'abord, on va tout faire pour avoir la lumière sur ça, mais on va aussi se poser des questions, comment on peut prévenir? T'sais, il faudrait arriver à la fin et dire plus jamais. Monsieur le ministre, vous dites champion du multilatéralisme, mais vous n'aviez plus de relations diplomatiques avec l'Iran depuis 2012. Hein. C'était Stephen Harper qui avait ordonné la fermeture de l'ambassade iranienne canadienne à Téhéran. Il avait chassé tous les diplomates iraniens en poste au Canada. Alors, comment on peut avancer dans le multilatéralisme quand on ne parle plus, comme c'était là le cas avec l'Iran? Et est-ce que, du coup, si la transparence et si l'enquête est faite sur cette tragédie, est-ce que ça va être le moment de renouer des relations diplomatiques avec l'Iran? Mais moi, je crois au dialogue. Vous l'aviez bien évoqué. Je pense que même quand on partage très peu de choses, on doit quand même dialoguer parce qu'on doit avancer. Moi, je disais, autant quand je parlais aux autorités iraniennes, mon cœur pleurait d'un côté, mais je devais agir avec ma tête parce qu'à la fin, je suis le seul pont entre le Canada et l'Iran en termes de voie diplomatique. Alors moi, je suis un de ceux qui pensent comme ça, mais je juge l'Iran non pas par leurs paroles, mais par leurs gestes. Et je juge jour après jour. C'est un peu comme on disait en anglais, trust but verify. Moi, je dis plutôt faites et je vérifie. Parce que dans un contexte comme celui-là, il y a énormément de questions et je juge de la bonne foi jour après jour. C'est pour ça qu'il y a des inquiétudes présentement sur les boîtes noires. Mais je suis aussi un étapiste en disant... C'est de la façon dont va être réglée cette enquête que pourra se jouer ensuite éventuellement un dialogue avec l'Iran pour le rétablissement de relations diplomatiques? C'est sûr que ça jouera, mais pas seulement avec le Canada. Moi, je suis heureux qu'on ait cette émission ensemble parce que c'est non seulement le Canada, mais c'est le monde qui se pose les mêmes questions. S'il y a de la transparence, si on peut voir que les gestes suivent les engagements qui ont été pris, bien, c'est comme ça qu'on continue quand même à établir une relation. Je pense, vous l'avez dit, le dialogue, ça nous permet, même dans des moments les plus difficiles, d'arriver à trouver des pistes qui vont nous amener à avoir la lumière. Une petite question qui nous sort de l'Iran, mais je rebondis sur le dialogue. Est-ce que vous avez l'intention de renouer le dialogue avec Vladimir Poutine? Votre prédécesseur à ce poste était très opposé à ce dialogue avec le président russe. Vous? Bien, il y a toujours des choses qu'on doit regarder. Moi, je pense qu'avec les Russes, par exemple, il y a des questions au niveau de l'Arctique où on devra regarder parce qu'il y a, vous savez, avec le passage du Nord, il y a des enjeux, par exemple, scientifiques pour le Nord qu'on devra éventuellement dialoguer. C'est sûr que la position du Canada demeure. L'annexion de la Crimée qui a été... C'est ça le nœud du problème? Oui, parce que c'est sans précédent. Je veux dire, c'est sans précédent dans l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a un problème sérieux. Le Canada a mis des sanctions. La voix du Canada comme partenaire de l'Ukraine demeure. Par contre, si vous me dites, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux qu'on devra éventuellement discuter, comme par exemple, je pense, au niveau scientifique dans l'Arctique, dans l'intérêt... Et au-delà de ça, il y a d'autres nations occidentales et certains de vos alliés qui ont renoué le dialogue avec Vladimir Poutine en se disant, après tout, c'est un acteur important, évidemment, pour la Russie, mais aussi sur l'équilibre du monde, Proche-Orient, Moyen-Orient. Vous qui vantez les vertus du dialogue, est-ce qu'il ne faut pas faire un pas de plus? J'aime votre question. Moi, je crois au dialogue. Bien, comme je vous dis, c'est déjà de penser qu'on puisse se parler, par exemple, en matière scientifique dans l'Arctique, c'est une chose. Et la suite des choses, on verra. Moi, je pense qu'il y a des problèmes encore sérieux sur l'enjeu de l'annexion de la Crimée. Et en plus du règlement, évidemment, du conflit avec l'Ukraine. Alors, je pense qu'on doit juger les États par leurs actions. Si on croit dans donc vous êtes prudent, c'est pas pour tout de suite. Ah, mais je pense que dans des cas comme ceux-là, les gens qui nous regardent prônent la prudence. Voilà, parce qu'il y a des États comme ça aujourd'hui où on doit quand même agir de prudence. Voilà, c'est pas pour tout de suite le dialogue. Il faut aller les yeux ouverts. Avec la Russie. Alors, l'un des tests du retour du Canada sur la scène internationale se jouera fin juin. Oui. Le Canada fait campagne pour retrouver un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez parlé d'optimisme prudent il y a quelques jours, mais en fait, qui soutient le Canada aujourd'hui, notamment face à la candidature de l'Irlande et à celle de la Norvège? Bien, beaucoup de monde, parce que les gens voient qu'un partenaire transatlantique, c'est essentiel dans ça. Il y a 2 partenaires européens, mais les gens me disent beaucoup, ça nous prend un partenaire transatlantique. Alors... Qui vous dit beaucoup?
Qui vous soutient précisément? Vous comprendrez que ce serait peut-être pas judicieux de le dire à TV5 Monde aujourd'hui, mais on se verra en juin. J'espère que vous allez être en direct avec nous ce soir-là. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que les gens voient, puis vous avez évoqué, c'est même vous qui l'avez évoqué, le Canada, c'est que qu'est-ce qui fait du Canada? D'abord, la francophonie me dit avoir un partenaire francophone, c'est essentiel au sein du Conseil de sécurité. Première chose. J'étais à la francophonie, les gens disent, si vous soutenez la francophonie, vous devez soutenir le Canada. Par défaut. Normal. Partenaire transatlantique. Ensuite de ça, les gens nous disent... Et la France, par exemple, vous soutient dans vos... La France a sa position. C'est un appel à l'Organisation internationale de la francophonie. Vous savez, les pays permanents, juste pour être clair, les pays permanents ne dévoilent jamais le soutien qu'ils donnent. Est-ce que c'est un appel à l'Organisation internationale de la francophonie? Moi, quand j'étais à New York, ça s'est fait de façon très ouverte. Les pays francophones disaient le Canada, c'est le choix transatlantique par excellence. Ensuite de ça, vous avez le Commonwealth qui dit oui, on aura un partenaire au Commonwealth. Vous avez cette voie. Vous savez, le Canada, c'est le G7, c'est le G20, c'est la francophonie, c'est le Commonwealth, c'est l'OTAN. C'est le pays qui est au cœur de tous les accords internationaux. Donc, chacun y trouve un peu son compte. Les pays africains nous disent, nous, le siège, il est large. Peut-être qu'on peut avoir une petite place à côté de vous. On peut être là parce que quand on amène des valeurs et des principes, j'allais dire un leadership moderne, positif, que ce soit en environnement, la place des femmes dans le monde, la place des jeunes, les gens veulent cette voie-là. Moi, les gens me le disent. Alors, je vous dis, maintenant, c'est ça. L'Afrique vous soutient, c'est un bloc important, effectivement, au moment du vote. Or, il se trouve que vous n'avez peut-être pas fait énormément depuis notamment 2015 et l'arrivée de Justin Trudeau. Justin Trudeau n'est pas allé très souvent en Afrique pendant son premier mandat. Il n'y a pas une aide au développement qui a considérablement augmenté depuis 2015. Est-ce que vous êtes prêt à donner des signes supplémentaires vis-à-vis de l'Afrique, qui pourrait, du coup, vous aider à obtenir ce siège au Conseil de sécurité? Moi, je suis allé, le premier voyage, je pense, que j'ai fait, c'était au Forum d'Aswan en Égypte. Je suis retourné au Mali récemment, voir aussi nos amis marocains. Et quand vous regardez, c'est l'impact que le Canada peut avoir. Je prends la mission, par exemple, du MINUSMA au Mali. Les gens me disent, oui, il y a un certain contingent canadien, mais qu'est-ce que les Canadiens font? Des Canadiennes, je dirais même, parce que la commandante des forces de police, c'est une Canadienne. Elle me dit, nous, ce qu'on a amené dans les forces de paix de l'ONU, c'est la police de proximité. Et ça devient un enjeu, j'allais dire, dans toutes les missions de paix. Donc, on amène des pratiques, parce que vous savez, des fois, il y a le chiffre, mais il y a l'impact. Le Canada... Les Européens vous reprochent de ne pas assez vous engager sur le chiffre. En fait. Oui, mais je vous dirais sur l'impact pour arriver du Mali de façon très précise, ou par exemple d'avoir fait l'initiative qu'on appelle ELSI avec plus de femmes dans les contingents, ce que le Canada a réussi à faire. On n'est pas à comparer ce que l'un fait, mais moi je vous dis, ce que le Canada essaie d'amener de positif, plus de femmes dans les contingents de paix, la police de proximité. Quand vous parlez aux Maliens, ils nous disent, Monsieur Champagne, ce que vous avez réussi à faire, c'est pas moi, le mérite appartient aux forces de police, aux femmes, surtout dans le contingent qui sont là-bas, qui sont en train de transformer la façon de faire ce qu'on appelle des services de police dans des missions de paix des Nations unies. Alors moi, je me dis, c'est pas toujours le norme, c'est l'impact. J'étais récemment dans la force en Égypte. On me dit, Monsieur Champagne, le contingent canadien est réduit, mais la plupart des postes que nous avons, c'est des postes de commandement. Donc, avec nos partenaires français, par exemple, au Mali, on arrive à faire beaucoup de choses. Alors, chacun apporte. Moi, je ne dis pas que le Canada, c'est mieux, mais ce que je dis, c'est que le Canada fait une différence dans le monde. Vous parlez de la France. Est-ce que vous attendez un soutien d'Emmanuel Macron pour ce poste? Le président est toujours... moi, j'ai eu plaisir à le rencontrer plusieurs fois. Le président a toujours... J'étais un grand ami, je pense, du Canada. Le président Macron a toujours été. C'est des valeurs, c'est une langue, c'est une culture. Moi, je dis souvent, c'est cette relation-là spéciale, historique. C'est cette relation-là que les pays veulent transatlantique. Le Canada, c'est ce morceau-là d'Amérique du Nord avec cette culture-là européenne. Et alors, c'est sûr qu'on a une relation privilégiée avec les Français. Vous attendez qu'ils vous soutiennent. Poursuivons peut-être cet entretien. Vous avez parlé au début de cette interview de Greta Thunberg, donc de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, ces dernières années, le Canada, même s'il a beaucoup défendu l'accord de Paris, n'a pas réussi à remplir ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre. Vous possédez par ailleurs à l'ouest la 3e réserve mondiale de pétrole, derrière l'Arabie Saoudite et le Venezuela. On regarde un extrait d'un reportage sur l'Alberta, qui est cet État. D'abord, il y a la forêt boréale, à perte de vue. Et puis, cette tache sur l'horizon. Encore quelques minutes, et la Terre ressemble à la Lune. Plus un seul arbre,
Plus une seule racine. Les machines rabotent la surface. C'est une mine à ciel ouvert, une mine de pétrole. Vu d'avion, les pelleteuses et les camions de chantier ont l'air de jouets. Mais dans cette seule mine, ils ont déjà remué plus de terre qu'il n'en a fallu pour construire la Grande Muraille de Chine, les pyramides d'Égypte et le canal de Panama. Les raffineries vont ensuite séparer le pétrole, le décoller du sable. Elles utilisent de l'eau, beaucoup d'eau. C'est pourtant une ressource rare dans cette région semi-aride. Été comme hiver, l'eau du fleuve est pompée, recyclée, puis rejetée. Là, on survole les bassins de décantation. C'est là qu'ils rejettent les eaux usées, parce qu'elles sont pleines de produits chimiques et de métaux. Alors concernant l'Alberta, il y a eu cette décision du gouvernement à propos de l'oléoduc de Trans Mountain qui achemine le pétrole des sables bitumeux de l'Alberta. L'oléoduc a été nationalisé en 2018 et son extension est en cours. Alors cela a provoqué la colère des défenseurs de l'environnement et ça n'a pas complètement rassuré ceux qui vivent de cette extraction. Résultat, aux dernières élections dans les États de l'Ouest, les conservateurs ont raflé beaucoup de sièges. Et maintenant, certains brandissent la menace de sécession. On parle même de Wexit, c'est à l'heure de la sortie de la Grande-Bretagne, de l'Europe. Est-ce que le Canada fait face aujourd'hui à un réel mouvement sécessionniste à l'ouest du pays? Moi, je n'y crois pas. Je pense que les Canadiens il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que des choses qui nous séparent. Moi, j'ai toujours dit, ce qu'on doit faire, c'est utiliser les ressources naturelles actuellement, les développer de la façon la plus responsable, la plus écologique possible, mais pour accélérer cette transition énergétique, un peu comme nos amis norvégiens ont fait. Moi, j'ai toujours dit, il faut utiliser les ressources d'aujourd'hui pour financer cette transition. Prenez le Québec. Le Québec est le fer de lance, par exemple, dans les voitures électriques. Un peu comme la Norvège le fait, il faut utiliser les ressources qu'on a présentement pour accélérer cette transition. On veut tous aller plus rapidement vers un environnement plus vert. Ça fait partie de l'ADN des Canadiens et Canadiennes. Alors, il y a une décision très attendue. C'est celle que le gouvernement, votre gouvernement, doit prendre sur un autre projet qui est la mine de Tech Frontier. Comme ça qu'on dit, Frontier? Je pense que oui, en anglais Tech Frontier, mais oui, c'est tout à fait acceptable. Voilà. Une mine à ciel ouvert, sable bitumineux, beaucoup d'emplois à la clé, beaucoup de retombées économiques, mais pas du tout écologiques, évidemment. Qui est-ce que vous allez mécontenter en prenant votre décision? Les Albertains ou les défenseurs de l'écologie et Greta Thunberg? Et en 30 secondes, parce que nous arrivons au terme de cette émission. En 30 secondes. Challenge. Alors, moi, je dirais, l'idée, c'est pas de déplaire. L'idée, c'est d'essayer de réconcilier. Nous, on a toujours dit que l'économie et l'environnement en 2020, c'est pas un choix qu'on doit faire entre l'un et l'autre. L'idée, c'est d'essayer de concilier. On n'ouvre pas cette mine. On aura une décision à prendre et on l'expliquera aux Canadiens, aux Canadiennes. Vous avez raison. Ça sera une décision qui sera prise dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu et beaucoup, bienvenue au François Canada encore. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Hélène Jourdan du journal Le Monde, partenaire de cette émission de TV5 Monde. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à bientôt la semaine prochaine. Rendez-vous à Paris.